Thank you very much, Ms. Hackshaw, and thanks very much to the media for affording us this opportunity. Our meeting has been so productive and so engaging. It has meant that the timing has been able to, has required us to shift our agenda items, and I regret council on. Je regrette que le président du Conseil, le ministre de l'Industrialisation, le Commerce et le Développement de la Namibie n'a pas pu nous joindre, mais nous sommes très heureux d'avoir le ministre avec nous. Le secrétariat se félicite de la bonne participation des membres à cette réunion du Conseil, qui est une réunion très importante, et a reçu le rapport sur les négociations sur l'accord post-Cotonou, qui se penche sur les questions des droits de l'homme, par exemple, quand on parle de développement axé sur l'être humain, aussi le développement de l'agriculture, la santé et le secteur du développement. Nous sommes aussi en train de travailler sur des questions comme la migration, la mobilité. Et demain, nous aurons une autre session commune sur les négociations. Alors que le post-Cotonou, nous pouvons dire que ce Conseil a pu examiner les procédures juridiques qui doivent être respectées pour la nomination de nouveau secrétaire général. C'est le Conseil qui a pu confirmer que le prochain secrétaire général, à partir de mars 2020, sera élu de la région de l'Afrique australe. C'est la région de l'Afrique australe qui mettra en place un processus pour recevoir les candidatures. Le secrétariat confirmera tous les candidats potentiels et puis un calendrier sera élaboré jusqu'à la prochaine réunion du Conseil. Et nous anticipons les décisions au sommet probablement au mois de décembre cette année. En ce qui concerne les procédures juridiques, vous savez que le rapport du comité des ambassadeurs est très complet et dans mon propre rapport, on parle de le renforcement de la coopération intra-ACP. C'est une de nos stratégies. La préoccupation ne pas seulement se penser sur les questions politiques, mais également l'intégration économique en termes de promouvoir l'industrialisation. Nous avons eu des coopérations commerciales et l'aide au développement. Quand nous fusionnons ces deux, nous voyons le financement pour le développement, je pense sur la science, la technologie et l'innovation. Nous voulons voir les produits de base, le sucre, la façon dont c'est géré à l'île Maurice a permis de monter en échelle pour les sucres directement consommés, les sirops et aussi les produits dérivés. Aussi en termes de capacité de recherche à l'île Maurice et les bioplastiques, par exemple, également, c'est un autre secteur de développement qui permet d'ajouter de la valeur. Il y a aussi d'autres produits de base, le coco, le cacao par exemple, et autres, sur le commerce et le développement. C'est une question importante qui affecte notre politique et nous traitons des questions de financement pour le développement et il y a des questions qui se posent sur les questions fiscales. Bien sûr, ces questions fiscales, et ici, nous devons prioriser la transparence et nous devons avoir un dialogue approprié pour le résoudre, pour que le développement de nos pays, la réputation de nos pays en matière fiscale n'est pas entachée et ne compromette pas le développement. C'est pour cette raison que le ministre Nonkouma a présidé le groupe de contact ad hoc sur les questions fiscales et il peut informer les médias de la discussion. Merci. Monsieur le secrétaire général, les médias
C'est un grand honneur de m'exprimer devant vous après la réunion que j'ai présidée concernant la liste des pays considérés étant des pays non coopératifs en matière fiscale. Vous savez qu'il y a 3 listes, une liste blanche, noire et gris. Et dans plusieurs pays qui sont sur la liste noire, il y a 5. 3 ont été supprimés au mois de mars et 6 membres ont été rajoutés pour non-respect des engagements d'une série de mesures qu'ils allaient prendre, ils sont engagés à prendre. Donc, quel en est l'impact? L'impact, c'est simple. Nous avons un régime fiscal. Nous avons des fonds qui proviennent du régime fiscal. Et le fait d'être sur la liste a un impact négatif sur l'économie, car les questions fiscales relèvent de l'économie et affaiblit la capacité du pays de recouvrer des impôts. Et le problème, c'est que la liste a été élaborée de manière arbitraire, de manière unilatérale. Et nous avons tout un problème avec la prévisibilité en ce qui concerne les flux d'investissement. Et les pays comme l'île Maurice, par exemple, se trouvent dans une position avec d'autres États des ACP où il n'y a pas de prévisibilité quant au flux de l'investissement direct étranger. Et lorsque cette approche unilatérale est adoptée, tout d'abord, cela crée des déséquilibres dans l'évaluation des régimes fiscaux. Et notre problème, c'est que le régime est mis en œuvre par l'OCDE, puis un autre régime qui est mis en œuvre par l'Union européenne, et encore un autre régime qui est mis en œuvre par certains États membres au sein de l'Union européenne. In fine, il faut se demander, mais qui a la compétence pour confirmer la conformité ou non? C'est pourquoi la question s'est posée, et maintenant il faut savoir comment faire supprimer de cette liste. Et nous avons un problème avec cette façon dont cela a été fait de manière unilatérale. Et nous disons que ce n'est pas en conformité à l'article 12 de Cotonou, où on appelle un dialogue. Nous avons un partenariat de longue date avec l'Union européenne qui dure depuis plusieurs années, qui a fonctionné à merveille. Mais sur les questions fiscales, nous avons demandé un dialogue pour qu'on puisse s'asseoir ensemble et trouver des solutions. Les lettres ont été écrites au président du Conseil des ministres de l'Union européenne et je suis heureux de vous informer que nous avons reçu une communication aujourd'hui datée 12 mai où le président du Conseil des ministres des ACP, le ministre Malescanu, le ministre des Affaires étrangères de la Roumanie a écrit que demain, dans le contexte du comité sur le financement pour le développement entre l'UE et les ACP, une plateforme sera créée pour un échange sur cette question. Et quand cette question a été soulevée, tout le monde a été informé que dans l'esprit de dialogue, nous allons œuvrer pour une solution. Dans les discussions ici, nous avons proposé d'avoir un dialogue, ensuite mettre en place un régime qui est acceptable à tous, et cela peut se faire au niveau des Nations Unies. Un des États membres a mentionné que le FMI peut avoir un rôle pour trouver un régime qui est acceptable par tous, où il y a assez de prévisibilité. Et si un pays n'est pas en conformité avec
régime, nous pouvons prendre des mesures dans le cadre de leur politique fiscale pour être en conformité. Ce n'est pas facile pour un État de prendre des mesures fiscales. Parfois, il faut passer par le Parlement. D'autres peuvent le faire facilement dans le cadre des budgets, mais très souvent, c'est le Parlement, les ministres qui sont impliqués et c'est une tâche bien compliquée pour plusieurs États membres. Nous plaidons donc pour le dialogue, mais aussi pour la durabilité, la prévisibilité, pour mettre en place un régime et des critères qui est mis en place au niveau le plus élevé pour qu'on puisse être en conformité. Et je crois sincèrement, secrétaire général, dans l'esprit de dialogue, nous espérons que demain, nous allons trouver une solution qui nous empêche d'avoir cette liste élaborée de manière unilatérale qui a mis à mal plusieurs secteurs dans nos pays. Juste pour conclure avec certains d'autres points que vous avez mentionnés, l'état où nous en sommes montre que nous avons un partenariat fort qui est prêt à traiter des questions complexes et œuvrer pour trouver des solutions. C'est depuis 44 ans que nous avons une relation établie entre l'Union européenne et les États ACP. Nous voyons aussi cela comme une occasion inouïe où les ACP qui souhaitent se multilatéraliser et protéger les institutions multilatérales après 2020. Nous avons travaillé très durement dans l'OMC pour assurer le traitement préférentiel conformément au principe de Doha créé en 1994. Nous voulons voir les pays en voie de développement ne peuvent pas être soumis au même régime que les pays développés. Et cela est inscrit dans le cadre des négociations de Doha. Mais bien sûr, la question n'est pas encore résolue. Nous voulons voir comment la réforme de l'OMC peut se faire pour que l'organe de résolution des différends peut continuer à fonctionner. Contrairement à ce que certains pays comme les États-Unis et le Japon pensent, nous pouvons parler de commerce électronique et la numérisation comme les nouveaux domaines, mais nous avons besoin de commerce et le développement. Et pour cela, notre politique fiscale est cruciale. La voie est de multilatéraliser cette question des politiques fiscales et questions commerciales. C'est pourquoi nous jouons le rôle à Genève. Nous voulons jouer un rôle plus important dans le domaine international. Et c'est pourquoi le cadre des négociations des post-Cotonou et les ODD, l'éradication de la pauvreté. Nous voyons la lutte contre la pauvreté dans le cadre de la prise en compte des questions de santé, comment nous pouvons renforcer les systèmes de santé et aussi les façons dont nous pouvons contribuer à lutter contre le paludisme et la tuberculose. Et nous voulons aussi partager les expériences entre les différents pays en matière de questions médicales. Cela se produit déjà entre le Ghana, l'Afrique du Sud et autres. Donc le développement doit être vu de manière holistique. C'est ce qui est important pour l'avenir. Et ce conseil doit faire en sorte à ce que nous jetons les bonnes bases pour renforcer la coopération intra-ACP. Et c'est pourquoi une consultation qui a eu lieu à Barbade, auquel j'ai fait référence dans mon rapport, et nous voulons que toutes les CER et les organisations interrégionales, l'Union africaine, les ACP, le CEDEAO, le COMESA et autres, peuvent voir comment se compléter pour traiter des questions d'intérêt pour certaines régions. La région joue un rôle important. Il travaille sur la paix et la sécurité, le commerce aussi, les questions thématiques, le commerce et le développement, toujours liées aux ODD. Et nous voulons surtout travailler sur la question de l'économie bleue.
un de nos États membres. Comme vous le savez, le Kenya a organisé une grande conférence sur l'économie bleue durable. C'est très important pour le Pacifique, les îles du Pacifique et des Caraïbes, mais aussi des États côtiers en Afrique. Donc, la gouvernance des océans, ça c'est un OED. ODD, nous voulons aussi protéger nos océans, regarder la pêche durable, mais c'est aussi lié au tourisme et au commerce qui passe par les océans. De cette manière, les ACP se réorganisent, se reconfigurent pour voir comment nous pouvons mieux atteindre les ODD. Et le rôle de l'Union européenne est très important. Nous le faisons déjà en matière de changement climatique. Et c'est ainsi que nous pouvons aller dans d'autres domaines vers les ODD pour lutter contre la pauvreté et promouvoir le développement. Et c'est la raison d'être de la création des ACP en 1975. Et nous sommes en passe de revoir l'accord de Georgetown, qui est notre constitution. Nous devons le moderniser pour permettre à nos États membres de prospérer et collaborer davantage avec d'autres pays tels que l'Inde ou le Brésil. Et maintenant que vous êtes ici, j'espère que vous allez revenir le 7 juin. C'est la journée des ACP. Nous allons avoir un thème qui traite le renforcement du partenariat avec l'Union européenne, mais aussi la diversification. Le Pérou veut travailler sur la pêche, les océans, l'Inde sur les questions des douanes, des tarifs, mais aussi pour la technologie, où l'Inde a aussi un rôle à jouer, et Brésil dans le cadre des BRICS, où nous avons un programme de coopération technique en place. Donc, nous travaillons de manière séquencée pour assurer les bénéfices profitent à nos populations sur les 3 continents, les Amériques, le Pacifique et l'Afrique. Voici donc ma déclaration. Nous allons encore prendre quelques questions si le temps nous le permet. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Yes. C'est pour la question. Maintenant que le groupe ACP et l'Union européenne se sont accordés sur une base commune relative à cet accord post-Cotonou, en définissant les différents piliers régionaux, en définissant les différents besoins de ces différents piliers, j'aimerais savoir, est-ce qu'il va aussi y avoir des accords commerciaux relatifs à chaque pilier? Ça, c'est une première question. La deuxième, c'est de savoir, est-ce que ces piliers, est-ce que ces accords, s'il y en aura, vont s'appuyer sur les règles de l'OMC? Merci. Le prochain accord, au fait, s'articule autour d'une fondation qui sera donc une sorte de document qui va parrainer l'ensemble des relations. Et puis, il y aura les différents piliers régionaux, 3. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a une question de spécificité des régions. Alors, aujourd'hui, donc, il y aura un accord cadre, c'est un peu une sorte de base de fondation, sur laquelle va s'ériger chaque pilier concernant les spécifications. Par exemple, les besoins, les défis de l'Afrique, les défis, les problèmes ne sont pas forcément les mêmes. Par exemple, l'Afrique du Nord, l'Afrique a un problème de migration extrêmement, un problème sérieux par rapport à l'Europe, ce qui n'est pas le cas forcément avec de la région du Pacifique ou encore des autres régions. Alors, il y aura donc une fondation et autour de cette fondation vont s'articuler les différents piliers concernant bien sûr le commerce international. Et ce commerce international devrait bien sûr être régi par rapport au grand concept de l'OMC, parce qu'on ne peut pas avoir un régime un régime de commerce entre l'Union européenne et les pays ACP qui soit en contradiction avec les WTO rules. Ce ne sera pas possible. D'ailleurs, autrement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y aura des pays qui vont aller devant l'OMC justement pour dire que ces régimes-là ne sont pas en accord avec les règles de l'OMC. Mais il y a aussi, depuis très longtemps, une relation de commerce qui existe depuis longtemps. Il y a eu les différents protocoles.
Mais graduellement, ces protocoles ont été amenés à être de sorte que le protocole soit réglementé en conformité avec l'OMC. Si je prends par exemple dans le cas du sucre, il y avait le protocole sucre et maintenant on se retrouve dans un marché où il y a un marché libre. Mais reste quand même un certain nombre d'échanges. Donc il y aura au niveau de chaque région, il y aura les priorités des régions. Le commerce sera toujours la formation. Et puis, il y aura les grands problèmes, disons, au niveau de la fondation. Il y aura les grands problèmes qu'on doit traiter sur le plan international. Par exemple, le changement climatique, le problème de l'environnement, un certain nombre de problèmes. Et la fondation pourra justement régler ces problèmes-là avec les piliers spécifiques qui seraient quelque part adaptés aux différentes régions. Ma deuxième question est relative à la zone de libre-échange continentale africaine qui rentre en vigueur le 30 mai de cette année. J'aimerais savoir, vous avez parlé tout à l'heure de commerce intra-régional, pour renforcer le commerce intra-régional, est-ce qu'il va y avoir une harmonisation au niveau des tarifs douaniers? C'est une première question. Et dans un deuxième temps, est-ce que pour les pays qui ne produisent pas et qui peut-être à la longue, on va peut-être réduire ces tarifs douaniers parce que c'est le véritable problème du commerce interrégional. Les tarifs douaniers sont assez élevés. Si on réduit, voire on élimine ces tarifs douaniers, que vont devenir ces pays qui tirent le bénéfice de ces douanes? Merci. Alors, quand on a un traité de libre-échange, le problème, c'est toujours ça. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui imposent des tarifs et qui amènent, en fin de compte, ces tarifs-là leur permet justement d'avoir des revenus qui sont importants pour le budget de ce pays-là. Alors, effectivement, le traité pour le libre-échange pour le continent africain va entrer en vigueur, mais ça va prendre beaucoup de temps, parce que sur le plan technique, parce que chaque pays doit, il y a un régime où chaque pays doit choisir ce qu'on appelle les sensitive products. Ça veut dire qu'il y a des produits, il y a un certain degré de protectionnisme, si je peux utiliser ce mot, qui est permis. Donc chaque pays, là, va travailler pour dire que, par exemple, pour un pays, moi, je voudrais que des tarifs soient appliqués à 10%, à 10% de produits. Mais on doit travailler. Là, maintenant que ce traité est en vigueur, il faudra que chaque pays prépare la liste des 90, les lignes, justement, tarifaires, les 90% pour nous proposer, bien sûr, pour proposer. Et là, il y a une sorte d'harmonisation au niveau des différents produits. Et puis, il y aura les 10%, les sensitive products, ça veut dire que les produits, là où on pourra appliquer un tarif douanier différent. Mais l'objectif, c'est qu'il y ait un commerce au niveau du continent. Et puis, par exemple, au niveau de la SADC, ça marche déjà très bien. Ça veut dire qu'au niveau des 14 pays de la SADC, il y a la libre circulation des biens, des services aussi. Donc, l'idée, c'est d'encourager le commerce au niveau du continent. Et effectivement, il y a énormément de possibilités. Et je crois que l'exemple des unités régionales qui existent déjà, par exemple en Afrique de l'Est ou en Afrique occidentale ou en Afrique australe, ça donne une idée que ce commerce-là est possible. Mais il faudra, c'est vrai que les pays doivent quelque part protéger certains produits et c'est pour ça qu'on a la possibilité de le faire pour 10% de nos exportations, de nos importations. Mais ça va prendre du temps, parce qu'il faudra là, nous-mêmes, je suis allé au Conseil des ministres la semaine dernière pour établir les 90% des produits qui pourraient donc, en fin de compte, faire preuve d'un libre-échange. Mais si vous voulez, sur le régime fiscal, ce que je tenais, je peux résumer ça en deux mots, ça veut dire qu'il y a eu les 3 listes, et c'est de manière très, très arbitraire et inacceptable, d'autant plus que l'Union européenne,
un partenaire avec lequel nous avons eu un esprit de dialogue, et l'article 12 de l'accord de Cotonou met en exergue ce dialogue-là. Alors, ce que nous sommes en train de dire, qu'on ne peut pas unilatéralement déclarer qu'un pays se trouve sur une liste et que ce pays on lui donne quelque part un certain nombre d'obligations, et quand le pays n'arrive pas à assumer ces obligations-là, on peut se rétrograder et sortir de la liste grise pour se retrouver sur la liste noire. Mais l'impact sur les économies des pays est énorme. Donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'il faut qu'il y ait le dialogue, l'esprit à la lettre de l'accord de Cotonou, premièrement, et deuxièmement, que nous puissions s'asseoir ensemble. Et là, nous avons reçu une lettre du président du comité du Conseil des ministres ACP Union européenne, et que demain, après-demain, nous pourrons donc mettre sur la table cette question et faire de sorte qu'on n'a pas une désignation unilatérale et qu'on se retrouve sur des listes, alors que vous savez comment ça se passe pour les investissements. Du moment que sur une liste, donc il y a un problème sur le plan de l'image et la réputation d'un centre financier ou d'un pays, et ça peut être désastreux. Donc, ce que nous souhaitons, qu'il y ait un dialogue et que nous ayons aussi des critères bien établis pour qu'il y ait une visibilité. Et que nous sommes en train de dire aussi que les organisations qui pourraient éventuellement demain établir ces critères-là, c'est au niveau des Nations Unies, les organisations qui établiraient donc des critères acceptés. Et à ce moment-là, toute juridiction essayera de respecter ces critères-là. Et si jamais ces critères ne sont pas respectés, on leur donne du temps pour pouvoir s'adapter à ça. Parce qu'on ne change pas de régime fiscal du jour au lendemain. Dans certains cas, ça peut se faire dans un exercice budgétaire, mais dans d'autres cas, il faut aller au Parlement, il faut faire voter une législation, et ce n'est pas forcément facile à le faire. Donc il faut absolument la visibilité, parce qu'il nous faut des investissements, il nous faut créer des emplois. On ne peut pas d'un côté nous proposer, nous dire qu'il faut faire des efforts pour qu'il y ait des investissements et pour qu'il y ait la création d'emplois, et de l'autre côté nous dire que le régime fiscal ne s'y prête pas. Parce que le problème est très simple. Nous avons un régime fiscal dans certains pays qui est plus attractif, donc les investissements passent là. Et l'Union européenne est en train de nous dire qu'à cause du fait que le régime fiscal en Europe est beaucoup plus élevé, les investissements se font à travers ces pays. Et que donc c'est au détriment de la caisse européenne. Mais il y a quelque chose à faire, c'est que nous avons un régime qui est attractif parce que nous voulons attirer les investissements. Et nous n'avons pas beaucoup de moyens, d'autres moyens d'attirer les investissements pour avoir des incitations. Il faut des régimes qui nous permettent d'attirer les investissements, permettent une industrialisation. C'est une question de survie, c'est une question de permettre à nos économies en développement de s'industrialiser, d'attirer les investissements, de créer des emplois et d'amener un développement durable. Si je me permets une toute dernière question, comment est-ce qu'il y a... Une toute dernière question. J'aimerais savoir, est-ce que la ZLEC se protège vis-à-vis du géant européen? On sait qu'au niveau des accords avec l'Union européenne, notamment les accords de partenariat économique, l'Union européenne a ouvert complètement ses frontières. Il n'y a plus de barrières tarifaires aujourd'hui. Donc, la zone de libre-échange vient de naître. On aimerait effectivement que ce commerce puisse apporter des fruits à l'Afrique. Comment est-ce que la ZLEC va se protéger contre le géant européen? Ça, c'est une question fondamentale, je pense. Mais l'Afrique, déjà, c'est 1,2 milliard de consommateurs demain. Et donc, il y a un potentiel à l'intérieur. C'est pour ça que le libre-échange... Mais le problème, c'est qu'au fait, il y a une méconnaissance des produits. Et qu'on a toujours pensé que les produits du Sud doivent monter sur le marché européen. Mais nous avons, demain, il y aura une demande. Et il y aura, par exemple, je vous donne un exemple, les avocats du Kenya sont aujourd'hui à Maurice pour l'industrie touristique. Donc, et la SADC est un bel exemple. Donc, il faut absolument répertorier et il faut qu'il y ait la possibilité d'acheminement. Et c'est ça notre problème souvent. C'est que nous sommes à peut-être 2 heures, 3 heures de vol, mais on n'utilise pas ces vols-là, par exemple, pour l'acheminement de produits. Donc, il nous faut de plus en plus, et je crois que la SADC est un très bel exemple où ça marche bien avec les produits industrialisés, les produits agricoles, et je crois que dans les autres régions aussi, ça se passe très bien. Alors, l'idée, c'est il faut répertorier tous les produits qui sont accessibles sur le marché africain entre les différents pays et accélérer cet échange-là.
Merci. So thank you very much, Minister. I think we have. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je pense qu'on comprend beaucoup mieux le travail qu'il nous reste à faire dans le cadre de la multilatéralisation, comme l'a dit le secrétaire général, et l'intensification de notre commerce intra-ACP. Donc, les chantiers sont très importants. Et nous espérons qu'après cette réunion, des résultats concrets vont pouvoir être enregistrés. Merci à tous de nous avoir aidés et d'avoir pris part à ce point de presse. Merci, Monsieur le secrétaire général. Et maintenant, je pense qu'il reste une réunion à terminer à l'étage. Merci beaucoup.